qui se déplace. Donc, il s'est déplacé jusqu'à notre bureau de CPTS rive gauche. Donc, comme quoi, ils peuvent se déplacer, sortent de l'hôpital et c'est tout l'intérêt de les connaître. En la présence de Benoît Carreau, médecin généraliste dans Bonjour. l'Eure, mais qui vient aussi en Seine-Maritime pour l'équipe territoriale de soins palliatifs. Et sa collègue Jocelyne, Bonjour. qui est infirmière à l'équipe territoriale et que vous pouvez avoir très souvent au téléphone et qui se déplace aussi au domicile pour nous aider. Voilà. Donc, dans la boîte à outils de la CPTS, et ben aujourd'hui, on va vous parler de l'équipe territoriale de soins palliatifs pour vous aider dans votre quotidien. Eh ben, bonjour à tous, on va commencer directement. Et je pense que c'est d'emblée, ce qui est important de vous dire, c'est déjà notre territoire. Est-ce que alors, votre territoire de CPTS, est-ce qu'il est dans notre territoire complètement? Je pense que oui. Notre territoire, il regroupe 1 million de personnes, 1 million d'habitants et donc du coup voilà, on va jusqu'à de Gournay-en-Bray, Neuchâtel, Yvetot et on se déplace effectivement sur toute l'agglomération rouennaise jusqu'à Oissel, Grand Couronne. Donc je pense que tout le territoire de votre CPTS est En couronne, couvert. c'est l'équipe mobile d'Elbaf. Nous, on est plus couronne. Ah ouais. Donc alors du coup, ça c'est donc tout votre territoire Non. peut-être pas est Non. complètement couvert. Donc pour vous c'est Rouen et puis un peu Elbeuf Mm. voilà, pour le sud de votre territoire. Voilà, donc en fait, où est-ce qu'on intervient? C'est parfois difficile pour vous en équipe de soins primaires de savoir un peu où est-ce qu'est notre place. Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'HAD? Mais en tout cas, nous, on intervient en soutien des équipes de soins primaires en première intention. Pas obligatoirement la situation très complexe. Hein. Ça peut être un patient qui est bien identifié en soins palliatifs, mais pour lequel vous avez identifié des choses sur lesquelles on peut vous aider, anticiper des soins de confort, favoriser le maintien à domicile, faire de la coordination. Donc on intervient voilà, à votre demande en soutien. Et parfois aussi on intervient en soutien d'autres intervenants. Parfois il y a une HAD, il y a beaucoup de complexité. Et donc là on peut aussi intervenir en termes d'expertise, d'accompagnement du patient. Et la force aussi de notre équipe, c'est qu'on est dans les mêmes murs que l'équipe mobile de soins palliatifs et aussi l'unité régionale. Ce qui fait que du coup, on a la chance vraiment d'être très transversal. On a accès voilà, aux avis facilement, on a accès aux médecins de l'hôpital facilement. Donc ça, c'est une de nos forces dans le quotidien. Alors, quelles sont nos missions? Alors, je peux vous les dire, mais je pense que peut-être qu'on peut partir plutôt des situations qui peuvent vous poser problème. On est dans une situation de soins palliatifs plus ou moins claire. Hein. Parfois, c'est pas toujours facile de savoir, mais en tout cas, des douleurs mal contrôlées, ça peut être notre place de venir vous aider, d'évaluer la situation à la maison. Il y a une problématique sociale, un épuisement de l'aidant. Ça peut être aussi un mode d'entrée de l'équipe territoriale. Voilà, on a dans notre équipe, on en parlera après avec Jocelyne, une assistante sociale. Donc ça peut être un mode d'entrée dans l'évaluation de l'ETSP. Une fin de vie souhaitée à domicile, ça c'est un mode d'entrée aussi. On a maintenant, je pense, une certaine expertise quels sont les bons ingrédients pour qu'un accompagnement se fasse de manière satisfaisante à domicile. Donc ça, une fin de vie souhaitée au domicile d'un patient en soins palliatifs avec voilà, une trajectoire de fin de vie plus ou moins lisible. Hein. Parfois, c'est des patients qui ne vont pas décéder, dont on ne voit pas qu'ils vont décéder rapidement, mais ça peut être intéressant de nous solliciter. Et puis, il y a cette idée, moi je suis médecin généraliste traitant, comme un certain nombre de personnes présentes ici. Des fois, on est un peu dépassé, il y a de la complexité. Ça commence à être compliqué pour nous de gérer dans notre cabinet, soit infirmier, soit médecin. Et donc, on voit bien qu'on a besoin d'aide pour de la coordination, pour de l'expertise, pour nous décharger, parce qu'au bout d'un moment, la charge mentale est assez lourde au quotidien. Donc, là aussi, c'est voilà, une indication à nous appeler, à nous solliciter. Avec des souhaits aussi d'être dans la collégialité quand on a besoin de réfléchir vraiment ensemble et pas seul dans la prise en décision. La collégialité, franchement, c'est vraiment important. La collégialité, c'est pas que dans une salle de staff au CHU, c'est aussi voilà, déjà des professionnels, 2-3 professionnels qui discutent ensemble, qui échangent ensemble autour du patient, qui actent des choses. Ça, voilà, les soins palliatifs se font en équipe. Voilà, alors peut-être je me disais, qu'est-ce qu'on peut vous donner parce que parfois c'est difficile de savoir si on doit appeler le TSP.
un outil qui est intéressant, c'est le Palliadis. C'est pas tellement un outil pour déterminer un patient en soins palliatifs. Il y en a d'autres qui sont plus pertinents, mais celui-là, il est bien pour savoir quand est-ce qu'on doit faire appel à l'équipe. Et là, on reprend un peu tout ce que l'on vous a dit. Donc, hop, ah mince, mais mon rouge ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je voulais entourer les items, mais globalement, vous les voyez peut-être mieux sur vos écrans. Il y a des idées de complexité en termes social, des douleurs mal contrôlées, une souffrance psychologique. Voilà, ça aussi, un truc important, c'est des questionnements de l'entourage et puis aussi un désaccord dans l'équipe de soins. C'est-à-dire une infirmière qui n'est pas dans la même dynamique que le médecin, qui n'est pas dans la même dynamique que le kiné ou que le médecin spécialiste. Voilà, ça, c'est une indication à nous appeler et on va vous aider un peu dans la coordination pour faire au mieux pour ce patient. Voilà, alors notre équipe. Concrètement, voilà, on a un mi-temps médecin, donc on a un temps médical le mardi toute la journée et le vendredi. Sinon, nous sommes avec une infirmière en pratique avancée qui est plus spécialisée sur les pathologies chroniques de type insuffisance cardiaque respiratoire. Et puis 3 infirmières donc, sur le créneau du lundi au vendredi de 9h à 17h. Une assistante sociale et puis on a du temps psychologue de 70% qui sont répartis sur l'équipe. Voilà, donc on a un temps de médecin limité, mais je dirais nos chevilles ouvrières, hein, au bon sens du terme, c'est vraiment nos infirmières, Alice, Charlotte et puis Jocelyne, et puis Laetitia, qui est infirmière en pratique avancée et qui nous permet vraiment de développer cette activité autour des insuffisances d'organes qui sont souvent des pathologies qui sont un peu moins bien ciblées dans les soins palliatifs. Donc ça fait partie un peu de nos orientations. Et une spécialité, enfin aussi une grande connaissance sur les pathologies neurodégénératives aussi. Et notamment la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Alors, quand vous pensez qu'il serait intéressant de solliciter le TSP voilà, pour votre patient, alors soit vous posez la question, soit vous en êtes sûr, alors vous pouvez nous appeler. Mais en tout cas, on va vous montrer peut-être notre formulaire d'intervention qui peut paraître, moi, on s'était posé la question en tant que médecin généraliste, c'est parfois compliqué de remplir ces formulaires de demande d'intervention, mais en fait, pour nous, c'est quand même important pour bien évaluer ce qu'on va mettre en place dès le début. Donc, en gros, il y a un numéro de téléphone, ça c'est pour le quotidien, il y a un mail voilà, pour nous envoyer les demandes, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment de remplir cette demande, les coordonnées du patient, coordonnées des proches, la pathologie, les souffrances que vous avez repérées, voilà, physiques, psychologiques, problématiques sociales, existentielles aussi. Hein. On a de plus en plus de patients avec des demandes de mort et l'actualité aussi peut jouer un peu aussi pour le fait que les patients sont plus dans cette demande-là. En tout cas, on la repère mieux. Les traitements. Et au fait, le fait que vous remplissiez cette demande nous permet, nous, d'emblée, de savoir de quoi on a besoin. En général, pour une visite d'inclusion, c'est l'infirmière qui se déplace en premier. Mais parfois, quand on repère qu'il y a de la complexité, on peut se déplacer directement avec le médecin ou avec la psychologue ou avec l'assistante sociale. Donc ça nous aide beaucoup. Parfois même, on a une demande qui nous semble plus orientée vers l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Donc du coup, c'est aussi, on la rebascule tout de suite ou on en discute avec nos collègues. Donc voilà, merci en tout cas quand vous nous remplissez bien les demandes. Ça nous permet tout de suite de... Et puis ça nous permet aussi de voir ça nous permet, oui, sur plus. Ça nous permet de voir aussi le délai d'intervention qu'on va pouvoir mettre parce qu'on a quand même un délai d'intervention qui est de plus en plus élevé au nombre de demandes qu'on a. Donc, plus la demande est remplie avec des précisions, plus ça nous permet de dire, bah là, il faut qu'on priorise sur l'urgence aussi de nos dossiers à inclure. Quand je grossis, est-ce que ça... Mieux. Oui, c'est mieux. Oui, voilà. Cette partie-là qui est vraiment la plus importante. Et c'est vrai que aussi, quand vous pouvez noter les différents intervenants, ça c'est vraiment bien pour qu'on puisse d'emblée appeler les uns ou les autres. C'est une fiche que vous retrouvez directement sur l'intranet du CHU, sur l'internet du CHU, hein, dans l'item soins palliatifs, et que vous pouvez remplir directement en direct, donc par l'ordinateur, et nous envoyer par mail, ce qui nous permet aussi de la gérer un peu plus facilement. On a un temps secrétaire très court, donc c'est vrai que c'est aussi des choses qui nous permettent d'aller plus vite pour mettre le dossier en place.
On le mettra à disposition sur le replay, justement, les liens directs pour pouvoir les télécharger. Globalement, si vous tapez CHU, Rouen, soins palliatifs à domicile, vous tombez tout de suite sur notre page avec les informations. Et moi, je vais juste préciser, pour l'avoir utilisé de façon très facile, on n'est pas obligé d'être docteur pour remplir la fiche. Et je crois que c'est important à savoir, c'est quel que soit le soignant qui intervient et qui a un doute, faut faire la demande. Et on remplit avec les renseignements qu'on a et on complémentera derrière si l'équipe considère qu'il y en a besoin. Mais en tout cas, faut pas se frustrer ou faut pas s'interdire d'envoyer la fiche, quel que soit le soignant qui détecte une situation qui peut le faire penser au soutien palliatif. On va même plus loin puisqu'on a même des familles qui nous font ces demandes parfois. On a des familles qui trouvent la demande et qui nous font la demande. On a des SIAD qui nous font des demandes. C'est déjà arrivé aussi que ce soit une assistante sociale qui nous fasse une demande. Donc voilà, il y a quand même, la priorité, c'est quand même en intra. Après, on est sur les médecins traitants, les infirmières et les SIAD, les familles peuvent aussi nous faire des demandes puisqu'ils trouvent aussi. C'est parfois, je reprends ma casquette de médecin généraliste traitant, c'est parfois difficile pour nous de repérer cette situation palliative dans le cadre d'un suivi au long cours avec des patients avec des maladies chroniques. Des fois, nous, les médecins traitants, on n'a pas la vision du domicile. On ne sait pas, alors que vous, les infirmières, vous passez régulièrement à domicile, parfois tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Donc, c'est important. Je pense que voilà, vous avez toute légitimité, un kiné aussi a toute légitimité à faire la demande s'il le juge nécessaire. Et après, notre rôle, ce sera de refaire le lien avec le médecin traitant si c'est compliqué. Alors, je vais dézoomer. Hop. Alors voilà, comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien? On en a un peu parlé. On analyse initialement votre demande. Donc voilà, plus on a d'informations, mieux c'est. Si on n'a pas beaucoup, on fait bien sûr avec. On n'a pas toujours énormément d'informations. Et puis on en discute en staff si besoin, parce que du coup, dans notre première intervention, parfois ce qui se joue, c'est de faire intervenir le médecin, la psychologue, l'assistante sociale. Et on a un staff toutes les semaines le mardi matin qui nous permet justement de discuter ces demandes. Et globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on intervient, alors 7 à 14 jours, actuellement c'est plutôt 2 semaines. Plus, en fonction des demandes. Ça, c'est important pour vous parce que du coup, en fonction de l'urgence, si vous sentez que la situation ne va pas tenir, on est genre vendredi. Le vendredi, c'est la veille du week-end. On sent que, en plus, c'est là, on a des grands week-ends avec le lundi de Pentecôte. Si on sent que le vendredi, ça ne va pas tenir le week-end, là, il ne faut pas faire une demande de TSP. Là, il faut appeler le médecin. On pourra vous redonner les numéros à la fin. Mais il faut appeler le médecin senior d'avis parce que du coup, c'est là qu'on va pouvoir peut-être adapter les choses, être orienté. Voilà. Donc, retenez vraiment que notre délai d'intervention est quand même de 2 semaines et donc on s'inscrit plutôt dans des prises en charge qui peuvent quand même avoir un caractère d'urgence, mais c'est pas dans l'urgence dans quelques jours. Et donc voilà, on peut soit vous donner, donc quand vous nous demandez l'intervention de TSP, parfois on peut quand même vous donner un avis d'emblée en vous disant là peut-être qu'il faut adapter le traitement antalgique en attendant qu'on arrive, en attendant qu'on évalue. Peut-être qu'on va vous dire de réorienter la demande vers une HAD, ça on peut vous aider pour ça, ou une hospitalisation. Et puis sinon, on évalue et on suit. Parfois même, on fait une expertise, c'est-à-dire, ça on aura avec le temps, on a appris à faire ça. C'est-à-dire que quand il y a une équipe de soins primaires qui est rompue, qui est rompue aux soins palliatifs, quand on a une situation qui n'est pas très complexe, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle une expertise. On met un peu en place les outils nécessaires, sur les prescriptions anticipées, la fiche urgence pallia, et puis après, les choses sont cadrées. L'idée, c'est de vous aider à établir le plan de soins, en fait, dans le cadre de cette situation. Et puis dans le cadre de notre activité, on passe pas mal de temps au téléphone, avec les proches, avec les patients, avec les infirmières, pour donner des avis, conseiller, orienter, accompagner, parce que on accompagne les patients, les aidants, mais on accompagne aussi les équipes. Et je pense que quand on est une équipe de soins primaires, on a besoin aussi, quand on est dans le jus avec cette situation de soins palliatifs, d'avoir un œil un peu extérieur qui nous dit que c'est parfois bon. Et je dirais, par expérience, c'est aussi pour les familles, parce qu'on a ce discours peut-être régulier avec eux, et ils ont besoin que ce soit validé par un autre et cette expertise que vous apportez. Et je pense faut vraiment pas hésiter à vous appeler de bonne heure. Parce que
plus on est tôt dans la prise en charge, plus la confiance s'instaure et je pense que plus les choses se passent tranquillement pour tout le monde. Et par expérience, je pense que je le fais trop tard actuellement et que de vous avoir rencontré, il faut passer à beaucoup plus tôt parce que même si vous venez que pour ça et qu'après vous revenez que dans 6 mois parce que les choses sont stables pendant 6 mois, en fait le dossier il est connu de tous et on a déjà bien créé ce cocon autour de la famille. Je pense que voilà, faut vraiment pas se priver de... Et c'est la discussion sur tout ce qui est Advanced Care Planning qui va être important. En effet, le fait de se rencontrer tous ensemble, de pouvoir dire, bon, bah là, le patient il a déjà verbalisé beaucoup de choses, même s'il les a pas écrites, ça nous oriente aussi beaucoup sur qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être oui, aussi quand même dans le prolongement, on a eu un travail de thèse récemment sur la fiche urgence PALIA dont on va parler un peu et sur l'impact sur les aidants. Et donc on voit bien que ça le fait que l'équipe, parce qu'il y a un temps vraiment de discussion autour du projet de soins, que les aidants sentent aussi qu'il y a une connexion entre les infirmiers libéraux, le médecin, l'équipe. Ça rassure beaucoup. Voilà, on a beaucoup eu de retours. Hein, c'était une thèse qualitative sur tout est géré, ça me rassure, vraiment des verbatims de ce genre. Donc c'est important. Les outils utilisés et la connexion entre les professionnels. Voilà notre fil active, mais ça c'est peut-être pas absolument important qu'on reste dessus, mais on a en général autour de 400 patients là depuis les débuts de notre activité. Donc voilà, ça fait quand même entre 30 et 40 demandes par mois, dont certaines sont quand même réorientées. Donc on pouvait retenir 2 semaines de délai d'intervention. On intervient en moyenne c'est 2 visites par patient en moyenne. Il y en a chez qui on fait une visite d'expertise, et puis d'autres patients où on est dans plutôt des maladies chroniques. Et voilà. Notre durée moyenne de séjour, elle est de 3 mois maintenant. Au début, elle était de 2 mois, en fait. Et donc, même 6 semaines au début, c'était 1 mois et demi au tout début de notre équipe. Donc, ça a augmenté et ça, c'est bien. Enfin, je pense qu'on est mieux identifié. Et comme dit Valérie, je pense que les équipes qui nous connaissent ont tendance à nous appeler peut-être un peu plus tôt après pour les prises en charge suivantes. On répond souvent à des demandes de médecins, à quand même 90%, un peu de SIAD, un peu de proches. Et je pense qu'effectivement, un des volets à développer, c'est la demande par les paramédicaux qui sont très bien placés pour savoir que leurs patients sont en soins palliatifs et parfois un peu mieux que le médecin. Voilà, en tout cas, ont des petites choses qui peuvent les alerter et qui peuvent nous faire solliciter. J'insiste un peu sur l'âge des patients. Ça paraît peu, 10%, mais 10% de 400, c'est quand même, ça fait pas mal de patients. J'en parle parce que moins de 60 ans, souvent, ça évoque le suivi d'un entourage qui est jeune. Et donc, c'est pas rare qu'on suive des enfants qui sont les proches de patients qu'on prend en charge avec le TSP. Et ça a un niveau de complexité important. Ça prend du temps, mais on est tout à fait outillé pour le faire. Les pathologies principales, c'est surtout des cancers, hein, de l'oncologie. Je dirais que notre activité, quand même, a tendance à se tourner de plus en plus. La part de non-oncologiques augmente, et notamment les SLA, sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, ont tendance à augmenter. 15 patients avec une SLA, c'est beaucoup de complexité. C'est des prises en charge qui sont extrêmement lourdes et j'imagine au quotidien pour vous, les équipes de soins primaires. Donc, ça, c'est vraiment la pathologie en tant que telle est un mode probablement de sollicitation de l'ETSP. À partir du moment où il y a un diagnostic de SLA, je pense qu'il vaut mieux nous appeler. En tout cas, c'est d'expérience. Et puis, on peut aussi insister sur les motifs de non-admission qui font écho peut-être au retard de prise en charge. En fait, beaucoup de patients décèdent avant, 1 patient sur 5, quand même, c'est énorme. Hein. Dans les motifs de non-admission, on n'intervient pas parce qu'il est décédé avant qu'on intervienne. Parce qu'on nous appelle éventuellement le vendredi et puis finalement quand on va le voir le mardi d'après, en fait sur le week-end il est décédé. Et puis parfois c'est plutôt une réorientation HAD ou hospitalisation. Nos patients décèdent quand même beaucoup à domicile. 60%, c'est un bon score, je pense. Et puis, un des outils phares de notre équipe, c'est la fiche urgence PALIA, on pourra en discuter. Je dis 60%, c'est de décès à domicile, c'est un chiffre phare, mais ce n'est pas non plus une nécessité. Hein. On aime, si les patients veulent décéder à domicile, on aime bien mettre tout en œuvre pour les accompagner, mais c'est pas. Il y a des patients et des aidants pour lesquels c'est impossible à envisager. Des fois, c'est ce qu'ils envisagent, mais vu la complexité de la situation, c'est plus envisageable. Et je pense que d'avoir l'aide de l'équipe territoriale au sein d'un établissement pour nous trouver les lits d'aval et sécuriser les choses pour répondre au mieux à cette demande, des fois un peu terminale, parce que tout le monde ne s'est pas rendu compte de la situation. Ça, c'est vraiment une aide
en or. Ouais. Alors, Elisabeth Mauvière qui pose la question, Paliadis, est-ce que c'est différentes fiches urgence Palia? Oui. Paliadis, c'est plutôt un outil de repérage de la situation complexe, c'est-à-dire de cette situation de soins palliatifs qui, voilà, avec des problématiques sociales, souffrances psychologiques. Et donc, ça, plus on va cocher d'items dans cette grille, plus on va avoir tendance à appeler le TSP. Et la fiche urgence Palia, c'est plutôt, je dirais, une déclinaison pratique un peu des directives anticipées. C'est pas la directive anticipée, hein, mais c'est plutôt une déclinaison pratique des souhaits du patient sur sa fin de vie, de liens avec le SAMU, parce que c'est quand même la régulation, c'est une aide importante. Comme nous disait notre collègue urgentiste Gaël de Créo, qui fait partie de l'équipe, les appels sont souvent 60% des appels, c'est en dehors des temps. C'est pas la journée, c'est pas la journée. C'est-à-dire c'est les nuits, les soirs, les nuits et les week-ends. Donc ça veut dire qu'il faut absolument un outil pour couvrir cette période-là. Voilà. Et puis on disait que nos patients, voilà, il fallait qu'on trouve des lits pour les hospitaliser. Parfois, on a anticipé le lit d'hospitalisation et puis finalement, c'est le résultat là d'une thèse qui va être soutenue, je crois, ce soir, et qui montre que en fait, beaucoup de patients qui avaient prévu d'être hospitalisés sont maintenus à domicile finalement. Voilà, les choses étant bien anticipées, la famille et le patient choisissent de rester à la maison. Voilà, bon, ça, j'insiste pas trop. On a notre assistante sociale qui suit quand même 24 patients par mois en moyenne. C'est une charge importante. Nos psychologues qui suivent aussi qui ont une grosse charge. Et puis, cette orientation de notre infirmière en pratique avancée sur l'insuffisance d'organes et la SLA, je dirais que dans cette période où il y a ces nouveaux métiers qui émergent, moi, je trouve que c'est une vraie réussite d'avoir pu intégrer une IPA dans notre équipe, centrée vraiment sur ces pathologies-là. Voilà. Donc, Laetitia a une grande expertise sur les SLA et nous aide vraiment à développer la prise en charge palliative des insuffisances d'organes. Alors, on a des liens privilégiés avec les équipes de soins primaires. Voilà, l'idée pour nous, c'est d'être facilement contactable. Voilà, pour un avis, pour vous aider à échanger, être un support de collégialité. Donc, on est content d'être à votre service voilà, et n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Je pense qu'on n'appelle pas assez souvent dans le cadre des soins palliatifs. On a quand même bien identifié les acteurs du médico-social. On a des relations. Voilà, on connaît bien les SIAD, les SAD maintenant, ça se passe bien. On a aussi des relations fluides avec des prestataires. Notamment, on a identifié quelques prestataires qui ont une grande expertise dans les soins palliatifs, qui sont très réactifs, qui travaillent bien. Donc ça, on peut vous aider aussi, parce que dans les prestataires, il y a beaucoup de choix et parfois, ça peut poser problème. Et puis, on cultive les relations aussi avec les HAD de notre territoire. On en a 5 sur notre territoire. Donc, voilà, ça, c'est aussi, il y a toujours une bonne distance à trouver avec les HAD qui ont des fonctionnements différents. Voilà. Et puis, comme on vous disait, on est intégré dans l'hôpital. Donc ça, je pense que c'est une force d'avoir un pied à l'hôpital pour suivre nos patients qui vont faire leur traitement spécifique, hospitaliser nos patients au CHU, en unité régionale. Et puis, on a développé, je pense, de bons contacts avec les hôpitaux de proximité dans votre secteur. Ouassel, c'est un endroit où parfois on hospitalise. Il y a les hôpitaux Petit-Quevilly, la médecine interne polyvalente à Petit-Quevilly. C'est un point de chute pour nos patients réguliers. Et puis les cliniques aussi, Saint-Hilaire, Mathilde, nous prennent régulièrement des patients. Voilà, moi, je trouve qu'elles font vraiment aussi le travail, sont assez réactives. Voilà, donc nous, on a un pied en ville et puis un pied à l'hôpital. Et je pense que ça peut aider beaucoup dans les prises en charge. Donc, nos points forts à votre service, j'espère, c'est l'expertise, c'est de pouvoir vous aider un peu dans ces prises en charge, soit pour un avis ponctuel pour adapter le traitement, soit pour le suivi de vos patients. Maîtriser la filière, c'est-à-dire vraiment pouvoir intégrer le patient là où il a le patient au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment notre credo et le fait d'avoir un pied à l'hôpital nous facilite. On pourra parler de la fiche urgence Palia juste après, qui est un outil qui nous semble vraiment important, pertinent, qui a ses limites, mais en tout cas qui est intéressant. Voilà, la place de l'IPA, j'en ai parlé. Et puis, on vous fera un peu de pub pour notre journée soins palliatifs à domicile, qui est une journée qu'on donne tous les ans au Medical Training Center, juste à côté de l'hôpital. Et une journée où on vous propose, et je pense que là, on est dans le thème, CPTS, c'est le travail de coordination, le travail en équipe, et on propose cette formation en équipe
voilà, on vous propose de venir infirmier, médecin, kiné, orthophoniste pour entendre les mêmes choses et redire les mêmes choses auprès de vos patients. Ça nous semble un moyen de changer nos pratiques, faire évoluer nos pratiques assez puissant. Voilà, bon point de vigilance. Je pense qu'il ne faut pas. Voilà, on est sous-doté comme. Je pense que toutes les équipes pourraient vous dire en venant ici. On a des dotations limitées. On a 1 million d'habitants sur notre territoire, et puis beaucoup de distance parfois. Et donc, du coup, c'est une vraie difficulté. On n'a pas d'astreinte, donc tous ces appels qui surviennent le soir, la nuit, le week-end, on n'a pas de possibilité de les gérer. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le SAMU avec la fiche Urgence Palia. Et puis, c'est pas facile pour nous de dégager du temps d'information, même si on pense que les CPTS sont vraiment un levier pour nous d'accès à la ville. On est à votre disposition. Certaines CPTS ont des groupes soins palliatifs qui réfléchissent à des outils, de la communication autour des soins palliatifs. Donc, notre place, je pense, c'est de soutenir ces dynamiques, de vous aider à faire émerger des choses. Donc, voilà, 2 outils peut-être qui peuvent rejoindre votre quotidien. La fiche Urgence Palia. Oui, la fiche Urgence Palia, ça permet un petit peu d'identifier un patient que vous diriez remarquable en soins palliatifs. On peut parler de patient remarquable en soins palliatifs. Donc, on va partir d'un exemple. Cette fiche, elle va se déclencher auprès du SAMU par le biais d'un numéro de téléphone spécifique. Mais le SAMU, ça va leur permettre tout de suite de voir où est suivi qui est son médecin traitant, quel est le service hospitalier référent, si ce patient-là est suivi déjà en HAD ou pas, si il est déjà connu de notre part, parce qu'il n'y a pas que nous qui les remplissons, il commence à être rempli quand même de plus en plus par des services de médecine, de pneumologie, par des médecins traitants aussi, qu'on peut aider sur la rédaction quand on a moins l'habitude. Et tout de suite, le SAMU, quand il va y avoir un appel, va pouvoir être renseigné directement de la pathologie du patient et de son projet de soins, c'est-à-dire s'il est en soins palliatifs terminal ou pas, s'il y a encore des choses à faire, par exemple le traitement d'une défaillance sur une pneumopathie, par exemple, ou alors est-ce qu'il va être en soins de confort exclusif et il veut à tout prix pas d'acharnement thérapeutique, un décès à domicile. Voilà, on va essayer de remplir tous ces items-là pour que quand le SAMU est appelé, déjà, on se dise, comment est-ce qu'on va réorienter ce patient et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on l'hospitalise? Est-ce qu'on l'accompagne au bout? Est-ce qu'on déclenche des prescriptions potentiellement anticipées, personnalisées pour ce patient qu'on va retrouver sur la deuxième fiche? Ou est-ce que le SAMU va dire, tiens, il est suivi, par exemple, à Saint-Hilaire, j'appelle Saint-Hilaire pour savoir s'ils ont un lit, il est suivi à Becquerel, j'appelle Becquerel, ou il est suivi en pneumologie, ou à Petit-Quevilly, et à ce moment-là, on appelle. Le but, c'est toujours d'éviter, si possible, un passage aux urgences. Alors forcément, si c'est une PTH, on ne va pas l'éviter, il faudra qu'il y passe, évidemment, mais de se dire qu'éventuellement, le patient, on peut lui éviter un passage aux urgences sur un brancard dans un couloir pendant plus de 24 heures, ce serait quand même mieux. Donc cet outil-là, il nous aide à éventuellement anticiper sur tout ça. C'est un outil, alors les travaux là, récents montrent qu'il y a, nous on fait 250-280 fiches par an, et cet outil, il est déclenché là, les derniers chiffres là, c'est qu'il est déclenché dans 60% des cas. Donc en fait, on pense que ça peut ne servir à rien, mais en fait, dans 2 cas sur 3, la fiche est déclenchée. Ça veut dire qu'il peut y avoir un avis, il peut y avoir un déplacement d'une équipe, mais en tout cas, le SAMU est en mesure de répondre et puis connaît les objectifs de soins pour ce patient. Donc ça, c'est un outil qui est quand même chronophage, il faut le dire. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi pour vous aider. Nous qui avons l'habitude de faire, ça nous prend quand même beaucoup moins de temps. On a des fiches qui sont pré-remplies. Donc ça, en formation, on vous les donne, ces fiches un peu pré-remplies que vous pouvez après garder sur votre PC et puis de remplir le moment venu. Voilà. Et puis, on s'aperçoit aussi dans la thèse que ça a été un outil qui a permis d'aide à la réflexion sur jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait pour ce patient-là, et puis de poser des questions que parfois on n'ose pas toujours poser aux patients, en se disant, là, on est à un stade où on se pose la question, si demain vous n'êtes pas bien, vous appelez le 15, vous me dites que vous voulez rester à la maison, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va? Forcément, on ne leur développe pas forcément tout, on n'est pas là pour être anxiogène avec eux, mais de pouvoir commencer à poser certaines questions pour savoir ce que veut le patient, respecter ses volontés, ça c'est important aussi. Et donc un deuxième outil pour passer un peu... Je vais juste passer juste un petit mot sur la fiche Palia, parce que je pense qu'en tant que soignante et infirmière, où on est 7 jours sur 7 sur le terrain, moi c'est un vrai outil qui me rassure dans mon quotidien, parce qu'en fait, dessus, sur appel du SAMU, si j'ai bien compris et que je ne fais pas de bêtises, on peut avoir des médicaments de réserve à la maison
pour certains patients. Et en fait, ça permet de ne pas avoir cette frustration de dire, faudrait que je fasse, mais j'ai pas ce qu'il faut. Et en fait, ça a été anticipé avec l'équipe de soins palliatifs, avec l'équipe territoriale, avec les prescriptions, avec les médecins. Enfin, il y a une anticipation de cette situation de crise qui peut arriver. Et en fait, j'ai un peu l'impression que quand on l'a anticipé, en fait, elle arrive beaucoup moins souvent que quand on ne l'a pas anticipé. Et en fait, on est tous rassurés. Et sur appel du 15, qui a cette fiche, il peut vous aider et décider avec vous par téléphone. Et ça évite aussi tous ces passages et toutes ces situations un peu de crise au sein des familles. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que des fois, c'est calme. Et puis tout d'un coup, il y a une angoisse de la famille, de tout le monde. Et que cette fiche Palia, elle permet justement de collaborer et de tout reposer pour pas avoir ces patients qui partent comme ça sous un coup de tête. Et je pense qu'on a vraiment gagné en qualité avec cet outil. D'autant plus que, en effet, le SAMU, ils peuvent pas déclencher toujours s'il y a déjà tant de véhicules qui sont partis, ils vont appeler l'infirmière qui va pouvoir se déplacer au domicile et potentiellement faire des choses parce que le matériel aura été mis à disposition au domicile. Donc, c'est sûr qu'on pourrait se dire de l'Asilix, ils en ont, s'ils viennent, mais le problème, c'est que s'ils ne peuvent pas venir, comment on fait? C'était un petit témoignage que je tenais à faire parce que je trouve que c'est vraiment rassurant pour les soignants, puisque vous vous occupez aussi des soignants, je tiens à le dire. Voilà. Et le dernier outil, il y a un outil, je pense, qui est un peu développé sur votre territoire, c'est Idomed. On est un certain nombre de soignants de l'équipe à être sur Idomed, donc on est régulièrement intégré dans les cercles de soins autour des patients, et donc on est capable de vous aider. On a des expériences, je pense, assez concrètes de situations où on a pu vous aider un peu en direct. Donc ça, c'est aussi, pour nous, l'enjeu, c'est d'aller un peu sur votre terrain tant que possible. Après, là, on n'est pas tout à fait dans les clous parce que notre hôpital ne promeut pas de Idomed, mais c'est vrai que c'est un enjeu pour nous de nous rapprocher de vos outils. Voilà, de vous suivre tant que possible. Juste, donc on en parlait tout à l'heure, notre formation, donc qui est la prochaine journée, c'est le 13 octobre 2026, où on vous encourage à venir en équipe. Et donc là, en binôme, médecin, infirmier, on a eu orthophoniste, kiné, donc une assistante de Géronto aussi qui était venue en tout cas inscrite. Et donc l'idée c'est l'importance de venir en équipe, c'est d'avoir entendu les mêmes choses et de discuter sur ce qu'on a entendu et de pouvoir peut-être faire un travail de groupe après derrière sur tout ce qui aura été pu être vu pendant cette formation. Voilà, c'est du pratico-pratique. Voilà, on essaie de vous donner quelques outils on vous présente la filière de soins, comment vous repérez un peu dans les différents acteurs, le repérage des patients, ça c'est un grand thème quand même, puis des ateliers sur la fiche urgence Palia, des échanges sur les situations cliniques, et ça c'est important aussi de vous accompagner aussi sur le vécu de vos situations, c'est parfois compliqué. Et puis là, un des topos phares aussi, c'est la gestion de la douleur, parce que ça c'est quand même une des choses sur lesquelles on peut sûrement vous donner quelques infos. Alors, juste pour terminer, oui, c'est ça. Donc, on vous donnera peut-être, vous allez avoir le topo, mais vous pouvez noter 2 numéros importants. C'est l'avis du médecin senior, du lundi au vendredi, même le samedi et le dimanche matin. Ça, c'est important de le retenir. Donc, 02 32 88 01 33. Et puis là, le numéro de la coordination de l'ETSP, qui, lui, est sur les flyers. Alors, ça, c'est les 2 numéros importants. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider? On en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans votre dynamique sur le territoire autour des soins palliatifs? On est un peu à votre disposition. On a déjà travaillé avec une CPTS proche de Rouen sur la communication sur les cotations possibles. On se rend compte que les cotations sont méconnues des médecins, des infirmiers, notamment sur l'utilisation de la VSP, visite de soins palliatifs, sur la cotation MCI des infirmières, majoration de coordination infirmière. Et donc, on a eu des échanges, on a eu l'occasion d'avancer avec une CPTS, avec des échanges avec la CEPAM, qui nous ont permis d'asseoir vraiment l'utilisation de ces cotations, de vous sécuriser, parce que c'est toujours la peur du contrôle. Et donc, donc ça, on peut vous aider à travailler là-dessus, se former. Donc ça, c'est ce qu'on peut proposer. Il y a une CPTS qui a travaillé aussi sur la trousse d'urgence qui est territoriale, c'est-à-dire une trousse de quelques traitements qui est stocké dans une des pharmacies du territoire, et donc on peut utiliser les week-ends quand il y a besoin, ou quand il y en a besoin en urgence. Donc ça, c'est aussi des projets de territoire, former les aides à domicile, ça je pense que c'est un sujet, on en parlait ce matin. Donc, et nous, notre rôle, c'est pas d'aller former vos aides à domicile de votre territoire, c'est plutôt de vous aider, de vous outiller pour vous-même aller les rencontrer. Donc on est à votre disposition pour construire des choses si vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si on a des questions.
Je n'en vois pas. Ah, Alice, non, on n'a pas. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, ce sera enregistré. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci de nous avoir invités. Ah bah non, mais ça, c'est heureux de vous accueillir. J'ai encore appris des choses sur les numéros accessibles. Je pense que je vais ne plus caper que le TSP maintenant. En tout cas, merci beaucoup. On a des petits focus qu'on fait régulièrement, donc on mettra vos numéros. Et puis, surtout, si certains ont besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à téléphoner. Juste pour des renseignements, je pense qu'il n'y a pas de sujet pour le TSP. Non, il n'y a pas de sujet. On est là pour répondre aux questions et puis on apprend à orienter, à réfléchir ensemble. Voilà. En fait, on n'est plus seul pour les soins palliatifs sur nos territoires. En tout cas, c'est une certitude. Voilà. On s'arrête là? Le prochain rendez-vous, du coup, c'est sur les revues médicales et les événements indésirables sur la chimiothérapie orale. Bonjour. Sur la chimiothérapie orale des personnes qui sont suivies au centre Henri Becquerel de Rouen. Le but étant d'informer tous les professionnels sur comment est-ce qu'on peut déclarer un événement indésirable, qu'est-ce qu'il est, et surtout de partager son expérience avec l'ensemble des professionnels, qu'ils soient de l'hôpital et de la ville, pour ensemble mieux soigner son patient, mieux le prendre en charge, pour éviter toute problématique à venir. On vous rappelle aussi qu'on a un forum sur la BPCO et sur les douleurs chroniques le 16 juin prochain, qui aura lieu à l'Astrolabe à Petit-Quevilly. Donc, c'est un forum sur lequel nous avons des stands, des ateliers qui sont proposés sur la matinée, sur la fin de journée, et 2 tables rondes. Là, sur la matinée, on a une table ronde sur la BPCO avec des médecins pneumologues qui seront présents, des infirmiers en pratique avancée, des structures de sport santé et des partenaires assez nombreux pour les ateliers, notamment pour tester de la spirométrie, avec aussi des pharmaciens qui seront présents pour prodiguer les bonnes pratiques sur la prise de médicaments et notamment sur les inhalateurs. Et l'après-midi, nous avons une table ronde qui mobilisera aussi des professionnels de santé autour des douleurs chroniques, avec kinésithérapeutes, médecins généralistes, docteurs spécialistes de la douleur. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Vous aurez le lien qui sera disponible dans la descriptif de la vidéo du replay. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir justement l'invitation sur cet événement-ci. Bon. Bon après-midi à tous. On vous laisse retourner travailler et à très bientôt. Merci.